That boy is our last hope. Il y a plein de trucs dans l'univers de Star Wars, j'en ai retenu 2 qui sont un peu sortis un peu à part. Le Star Wars Holiday Special. Est-ce que toi tu es arrivé à voir ce truc-là? Moi je ne l'ai jamais vu en entier. Star Wars Holiday Special, moi je l'ai vu à l'époque de sa diffusion sur TF1, sous le titre Au temps de la guerre des étoiles. Je pouvais évidemment pas manquer un truc comme ça. On est à une époque où le magnétoscope n'existe pas, en tout cas dans les foyers. La seule façon de voir des films récents, c'est d'aller au cinéma, parce qu'il faut attendre parfois 7-8 ans avant qu'ils passent à la télévision. Et tout d'un coup, on nous dit, il y a un Star Wars à la télé. C'était après, enfin, juste le truc complètement fou. Donc, tous les gamins étaient au rendez-vous, en tout cas, tous ceux que je connaissais, ce jour-là. Et on l'a vu. Et qu'est-ce qui s'est dit dans les cours de récré après, alors? Parce que ça devait être fou. Les gamins sont sympas, en général. Ouais. Donc, on a juste dit, c'est nul. On n'a pas été plus méchant que ça. Voilà. Il y avait un côté, bon, laissons tomber, c'est nul. Mais c'est vrai que ça te faisait tomber de très très haut, quoi. Et quand on pense que c'est la première apparition du personnage de Boba Fett, on se demande comment on a fait pour l'aimer par la suite. Sinon, j'ai cherché à le retrouver tout simplement pour une raison toute bête, c'est que je voulais montrer aux gens que ça existait. Il y a eu toute une période où j'en parlais, et les gens me disaient de quoi tu nous causes, quoi. Je leur en parlais comme étant un truc qui nous donnait une idée d'un certain potentiel chez George Lucas. Et je me dis, Star Wars cette chose, ça serait un bon exemple. Mais à l'époque, c'était impossible de mettre la main sur une copie du film. Je sais qu'aux États-Unis, il y avait des copies VHS de 6e, 8e génération qui se baladaient et qui valaient une fortune. En France, il n'y avait rien. Il a fallu attendre Internet pour pouvoir le revoir. Mais, pardon, pour moi, c'est effectivement un atout dans l'argumentaire que j'avais, qui était d'expliquer que le Lucas de la nouvelle trilogie n'était pas sorti de nulle part, qu'il existait depuis longtemps, en fait. Qu'il était potentiellement là dès le début. D'accord. Complètement à l'opposé du Star Wars Holiday Special, en 2003, Lucasfilm confie à Genndy Tartakovsky, on en a parlé vite fait tout à l'heure, Clone Wars, pour faire le pont entre épisode 2 et épisode 3, et c'est absolument génial. Ouais. Clone Wars aussi, c'est pareil, c'est un argument en défaveur de Lucas assez évident. Là aussi, il faut notifier l'exploit. Tartakovsky, on lui donne à faire une série dont au début, les épisodes sont limités à 3 minutes, je crois, de mon souvenir. Ouais. Donc tu peux rien raconter en 3 minutes. Il est obligé de s'en tenir aux personnages de la nouvelle trilogie, donc parmi les personnages les moins intéressants du cinéma des années 2000, et aux enjeux de la nouvelle trilogie, c'est-à-dire à du non-enjeu total. Enfin, je veux dire, il a tous les boulets dans la main, quoi. Là, normalement, il est au fond de l'océan, il ne remonte jamais à la surface. Et il va réussir, et c'est là vraiment, c'est un coup de chapeau. Si on avait voulu une preuve du talent incroyable de ce mec-là, il va réussir à construire quelque chose avec ça. Et il va réussir à reconstruire quasi exclusivement par la mise en scène, parce que dans les Clone Wars, c'est vraiment la mise en scène qui nous raconte les choses. Il n'y a d'ailleurs quasiment pas de dialogue, il y a beaucoup d'épisodes, il y a même des épisodes qui sont entièrement... Il y a une séquence qui, pour moi, ce que Lucas a la prétention de faire en 3 épisodes sur Anakin Skywalker et qu'il ne fait jamais, Tartakovsky l'a fait. C'est un épisode où Anakin est en train de marcher dans les rues de Coruscant, et il pense qu'il est suivi par un agent, et il y a du monde dans la rue. Et donc très discrètement, il regarde dans les vitrines des magasins pour voir la silhouette. Alors, outre le fait qu'il te fait une superbe chorégraphie scénique, ce que je trouve très intéressant dans cette séquence, c'est qu'à chaque fois qu'évidemment il regarde dans une vitrine, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son propre reflet en train de faire la gueule. C'est-à-dire il se voit lui avec un regard méchant. Et là, par petites touches comme ça, il est en train de t'annoncer ce que Anakin est en train de devenir et ce qu'il sait au fond de lui qu'il est en train de devenir. C'est tout le travail que Lucas n'a pas fait. Le fait que l'oracle soit visible dans les Clone Wars alors qu'il n'est pas visible dans le film, on dit long sur l'abandon de la mythologie chez Lucas. C'est pas normal que ce soit dans un dessin animé de télé que tu vois la séquence qui aurait dû être au cœur de la trilogie. Donc je resitue pour ceux qui n'ont pas vu Clone Wars, donc c'est une séquence où Anakin rentre dans une caverne et dans la caverne lui est révélé l'avenir terrible qui l'attend, sous forme bien sûr déguisée, symbolique et tout ça, mais il comprend à quoi il est confronté. Pour finir sur Lucas, 37 ans après American Graffiti, on va avoir droit à autre chose que du Star Wars, avec Red Tails, dont une bande-annonce a tourné et dont tu as sûrement vu des images, et dont une partie de la réalisation a été confiée à Anthony Hemingway,
Et moi j'ai d'ailleurs entendu dire que Lucas a quasiment refait l'intégralité du film. Qu'est-ce que la bande-annonce t'a inspiré? Voilà. C'est un film que j'ai vu il y a quelques années qui s'appelait Fly Boys. Alors c'était pas des Blacks, c'était des Américains, une unité américaine que l'escadrille Lafayette qui était venue au secours des Français dans les tranchées 14-18. On a fait un film sur eux, c'était produit par Dean Devlin, celui qui est produit Independence Day. Et le film était correct, avec des dogfights aériens corrects, réalisé de façon très académique, on va dire, mais sympathique. Et la bande-annonce de Red Tails m'a juste rappelé ça. Il m'a dit tiens, c'est Fly Boys avec des noirs. Ouais, mais j'ai pas été plus subjugué que ça. Il y a un film de démo de la caméra Red qui a été fait il y a 4 ou 5 ans, qui est visible d'ailleurs sur internet, qui présente c'est pas des dogfights aériens, mais qui présente des biplans au-dessus des tranchées et tout ça. Qui m'avait beaucoup plus impressionné. C'est un film de démo, c'est-à-dire un truc qui n'est même pas censé être vu par les gens normaux en dehors des professionnels qui achètent des caméras. Voilà, c'est sûr que le film de démo il avait été réalisé par un gars qui s'appelle Peter Jackson et que peut-être ça donnait un petit peu de croustillant à la mise en scène. Mais sinon, ça m'a rien inspiré du tout. Okay. Je sais pas, Lucas, il a contribué même indirectement à former un gars qui aurait été idéal, par exemple, pour réaliser les 3 épisodes de la prélogie, qui est Joey Johnston. Johnson, c'est un ancien d'ILM, donc c'est un mec qui a bossé dans l'Imperial Lucasfilm. Et il a montré plusieurs fois même qu'il était vraiment quelqu'un de très qualifié, pour prendre des projets qui sont vraiment en train de s'écrouler et réussir à en tirer quand même quelque chose. C'est le gars qui a été dépêché en toute dernière minute pour réaliser Wolfman, par exemple. Je crois qu'il a été engagé 4 jours avant le début du tournage, un truc comme ça. Donc quand on voit le film fini, le film est peut-être pas terrible, mais on se dit quand même, oui, respect, le gars, il est quand même déboulé en plein chaos, il a réussi vaguement à donner... il a fait un film plutôt pas mal, qui était Hidalgo... Johnston, il a effectivement, c'est l'artisan au sens noble du terme qu'Hollywood pouvait fournir dans les années 40-50, des mecs, tu leur donnes un script quel qu'il soit, tu sais d'avance que ça va jamais tutoyer les cimes d'un Spielberg, mais ça va être propre. Ça ne se moquera pas de son public. Pourquoi pas avoir filé la réalisation des Star Wars à ce type-là? Il a toutes les compétences requises. C'est un mec qui maîtrise les effets spéciaux, il a été lui-même un responsable d'effets spéciaux, et il maîtrise une mise en scène relativement académique qui, à mon sens, est adaptée pour des films comme ceux de Star Wars. Voilà, quoi, donc je connais pas le gars qui a fait Red Tails, mais quel besoin de repasser ensuite derrière un type pour lui refaire son film. Enfin, si tu me poses la question, c'est par rapport au fait que Lucas se battait à l'époque contre les studios parce qu'il ne supportait pas l'idée même qu'on vienne refaire le montage de son film, etc. C'est ça? Ouais. Oui, bah oui. Bah oui, bah non, bah voilà, il est devenu ce qu'il déteste, quoi. Mais je crois que là, pour le coup, je crois qu'il en est conscient. Qu'il est devenu ce qu'il déteste. Enfin, ce qu'il déteste, qu'il est devenu son père, en gros, quoi. Ouais, ça, je pense qu'il en est conscient. Bah oui, c'est dans le parcours du héros, il y a un passage qui est important, qui est la confrontation au père, et dans lequel il y a un choix à faire. Donc, lui qui a choisi de s'en détourner et de sauter dans le vide. Lucas, il a fait ah ouais, gouverner la galaxie avec toi, ok. It's a deal. Pour finir un peu plus légèrement, l'émotion de Star Wars, dans quoi est-ce qu'on la retrouve maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers Peter Jackson et le Seigneur des Anneaux? Oui, bien sûr. Oui, donc il est évident que le Seigneur des Anneaux est ce qui sera, enfin, l'époque de la sortie des 3 films en salle est ce qui se rapproche le plus de ce qu'a pu représenter les Star Wars à l'époque. En termes d'entrée, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Hein. Ça a bien marché, le Seigneur des Anneaux, mais ça n'a strictement rien à voir avec les Star Wars qui, en termes de spectateurs, pas en termes de dollars, parce que le dollar ça n'arrête pas de changer, mais en termes de spectateurs, on est, je sais pas, peut-être la moitié moins que ce que les Star Wars avaient fait. Mais de toute façon, on ne peut pas reproduire un truc comme ça, c'est des événements totalement improbables que ces films-là. Mais en termes d'amour soudain pour tout un univers, oui, je pense que c'est ce qui s'en rapproche le plus. C'est un Star Wars qui aurait eu l'intelligence d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de ne pas nous faire le retour du Jedi. Et non mais il y a une vraie logique là-dedans. Si les gens ont peut-être été déconcertés la première fois par le final du Retour du Roi, mais en réalité c'est ce qu'on attend. Inconsciemment c'est ce qu'on attend.
On sait très bien qu'une histoire comme ça ne peut pas bien se terminer. Ça va pas se terminer avec les hobbits qui vont retourner faire la fête comme dans le premier épisode. Il y a une scène très importante, je trouve, à mes yeux, à la fin du Retour du Roi, c'est quand les 4 se retrouvent à table dans la taverne avec leur bière. Ils sont à Hobbiton, ils sont revenus au village, ils sont censés, c'est ce dont ils se sont accrochés à ça pendant toutes ces aventures, et tout d'un coup ils se regardent les uns les autres, voilà, en réalisant que finalement il n'y a pas de retour possible. C'est ce qui aurait dû être le final du premier Star Wars, et le fait que Luke décide tout seul d'aller dans le désert, comme Kurt en parlait, c'est ça. Si Obi-Wan s'est réfugié, ça nous permettait de comprendre rétrospectivement pourquoi Obi-Wan était cet ermite isolé. Parce que lui aussi avait vécu des choses qui faisaient en sorte qu'il ne pouvait plus revenir vers la communauté des hommes simples, on va dire. Dernière question. Si tu devais retenir une scène de Star Wars, laquelle? Ah, à quel niveau? Émotionnellement, sûrement. Ça, c'est pas facile. Alors, émotionnellement, c'est une question qui est assez... Il faudrait vraiment que je me replonge dans... Techniquement, alors, mais... Non, mais que j'essaie de me souvenir des premières visions de films, vraiment du moment de suspension. Ouais, je pense que ce serait le compacteur de l'étoile noire, peut-être. D'accord. J'ai le souvenir d'une intense panique quand j'avais découvert cette scène la première fois. À l'époque, on ne sait pas ce qui va se passer, tout simplement. Oui, et, ça peut mal finir. ouais. Et par contre, je me souviens d'une scène que j'aime pas et en même temps que je trouve qu'elle est absolument admirable, c'est la scène de l'arbre magique. Je l'aime pas parce que j'aime pas la musique qui a été choisie. C'est une des seules interventions du synthétiseur dans la partition de John Williams, et j'aime pas cet instrument. Et j'aime pas les effets de ralenti qui sont utilisés à ce moment-là par Kirchner pour faire arriver Vador sur la scène. Mais par contre, cette scène me fascine parce que j'en ai souvent parlé quand j'essayais d'expliquer la valeur de la mythologie, justement. C'est de dire aux gens, vous voyez, vous avez des films grand public qu'on va voir en famille, avec des gamins de 4 ans, des vieux de 70 ans, enfin tout le monde, de tous les niveaux, de toutes les races, tout ce que tu veux, ben, tout le monde va voir ces films-là. Et voilà une scène que tout le monde comprend. C'est extraordinaire quand on y pense. Déjà, on a un personnage qui est sur une planète où il est censé être seul, il descend sous un arbre, on lui dit voilà, et en bas de cet arbre, il découvre le méchant qui lui est censé être à 10 milliards de kilomètres d'années-lumière de là. Mais on comprend tout de suite ce qui se passe. On comprend tout de suite que c'est lui qui est en train de le projeter. Et il se bat, boum boum, il le décapite, et dans le casque, il voit son visage. Et on accepte cette idée-là, que ce soit son visage qui soit à l'intérieur et tout ça. Ce que je trouve extraordinaire avec cette séquence-là, c'est que n'importe quel spectateur puisse, non pas en comprendre les enjeux, mais les appréhender. Alors que s'il fallait expliquer les enjeux qu'il y a derrière cette séquence-là, il faudrait un symposium de philo d'une semaine minimum, quoi. Parce que là, on est vraiment en train de tutoyer la philo, la vraie, ouais. Au-delà de presque métaphysique. Et c'est ça la force de la mythologie. C'est d'arriver de la façon la plus simple, la plus naturelle du récit, à faire en sorte que ton esprit s'élève à un truc totalement inaccessible, quoi, au départ, ou en tout cas qui semble très compliqué. Merci beaucoup.